Bonjour à toutes et à tous, l'équipe Ecopolis est ravie de vous retrouver en ligne ce matin. Je m'appelle Julia Malin-Verneau, je suis responsable du pôle accompagnement de projet chez Ecopolis. Ecopolis, on est le pôle de ressources francilien pour l'aménagement et la construction durable. On a pour mission d'encourager le changement des pratiques pour un monde plus soutenable chez les professionnels du bâtiment et de l'aménagement. Nous sommes réunis ce matin pour le second épisode des petits déjeuners techniques dédiés à des retours d'expérience opérationnels. Pour mémoire, le concept est simple. En 1 heure, écoutez nos intervenants experts, participez aux échanges et repartez avec des réponses à vos questions et des solutions. Ce premier cycle de 3 petits déjeuners a pour thème zéro déchet, 100% ressources. Il a pour objet de parler de la prévention et de la valorisation des ressources et des déchets du bâtiment. Le premier épisode, qui avait pour objet la différence entre le diagnostic PEMD et le diagnostic ressources, s'est tenu le mois dernier. Vous pouvez retrouver le replay en ligne sur notre chaîne YouTube ou sur notre page LinkedIn. Avant d'attaquer ce second épisode, nous souhaitons renouveler nos remerciements à nos partenaires financeurs de nos actions économie circulaire, l'ADEME Île-de-France, la DRIEAT, la région Île-de-France et la métropole du Grand Paris. Ce matin, nous parlons donc de la valorisation des terres excavées. Il faut savoir que les quantités de déblais issus des chantiers du Grand Paris qui sont à venir sont absolument considérables. On les estime à 400 voire 500 millions de tonnes d'ici à 2030. 90% d'entre eux proviendront des chantiers d'aménagement et de construction et les 10% restants proviendront des chantiers du Grand Paris Express. Il y a donc un enjeu absolument majeur pour les professionnels du secteur. D'une part, limiter la quantité de ces déblais et d'autre part, ne pas les considérer comme des déchets, mais plutôt comme des ressources à valoriser. Les retours d'expérience de ce matin seront axés sur la valorisation des terres inertes, à la fois dans des projets d'aménagement, mais aussi dans des produits transformés comme les substrats fertiles. Quelles actions dois-je mettre en place pour faciliter la valorisation des terres? Qui sont les acteurs clés? À quel moment doivent-ils intervenir? Quelles sont les filières? Ou encore, en quoi les terres sont-elles valorisées? Ce matin, nous avons 3 experts pour nous éclairer, que je vais laisser se présenter. Sophie, je vous laisse la parole. Bonjour, Sophie Alix. Je travaille chez ECT où j'ai la charge de la communication. Sarah. Bonjour, donc Sarah Mzaroudi, je travaille chez NeoEco et on travaille sur le développement de boucles d'économie circulaire en Île-de-France. Bonjour, je m'appelle Frédéric Mann, je suis le cofondateur de Topagé, une entreprise du paysage urbain comestible et sauvage, et je suis aussi chercheur associé au Muséum d'histoire naturelle. Merci à tous les 3 d'être avec nous ce matin si tôt. Cher public, 2 temps seront consacrés à vos questions et vos réponses. Ils sont prévus ce matin à l'issue de chacune des 2 présentations. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat sur la droite de votre écran. Tout au long des présentations, nous les relayerons à nos intervenants au moment venu. Sans plus attendre, nous avons 1 heure, donc on peut attaquer tout de suite. Je vous laisse la parole, Sophie. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction qui véritablement dressait bien le panorama des terres excavées, qui est effectivement le métier de CT, qui est sa réutilisation dans des aménagements non bâtis, c'est-à-dire qu'à partir effectivement de terres qui vont être excavées de chantiers de la construction, nous les réutilisons pour des aménagements verts ou d'usages très différents. L'intérêt de ces aménagements, c'est qu'effectivement, la réutilisation des terres va permettre de travailler sur des enjeux de développement territoriaux, par exemple, évidemment, la végétalisation, travailler également sur les enjeux du ZAN, ou par différents aménagements que l'on peut apporter aux aménagements, adresser des enjeux de sport en ville, d'agriculture de proximité, ou même dans certains cas, sur nos aménagements, on peut faire aussi des centrales photovoltaïques. Alors, comment est-ce que cela se présente? Très simplement, notre métier est de réutiliser les terres excavées inertes du BTP. Le premier mot important, là, c'est le mot terre. C'est-à-dire que, contrairement à une idée quelquefois reçue, surtout dans le grand public, nous ne réutilisons pas des matériaux de déconstruction du BTP. Nous allons bien nous intéresser aux matériaux qui sont creusés, excavés, puisque, effectivement, quasiment toute construction va commencer par un trou, pour faire des fondations, des parkings, etc. Ces terres, on peut effectivement les réutiliser sur place. Il y a une partie des aménagements qui peuvent le faire, mais très souvent, ça ne va être qu'une partie ou pas du tout du fait de la concentration
ou du foncier qui est très limité, notamment en Île-de-France. Et donc, il y a un excédent de terre dans des régions comme l'Île-de-France. Et un excédent, effectivement, qui fait que les chiffres que vous avez annoncés sur la construction bâtimentaire, on est aujourd'hui entre 20 et 25 millions de tonnes annuelles qui, effectivement, est en excédent et va donc sortir de l'emprise du chantier. Et là, je ne parle pas des terres du Grand Paris Express, des terres qu'elles soient tunneliers, des terres de tunneliers du Grand Paris Express. On est vraiment sur le trend habituel de la construction qui font qu'il y a un excédent de terre. Le mot inerte aussi interpelle. Là encore, contrairement à une idée reçue, la plupart des terres ne sont pas polluées. Inerte, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, qu'effectivement, il n'y a pas de dangerosité de ces terres, que les seuils sont effectivement non dangereux et même sont absolument inoffensifs. Le deuxième mot qu'il y a dans inerte, et qui est plus l'acceptation générale, c'est que c'est des terres qui ne vont pas se modifier, qui n'entrent pas en interaction avec leur milieu, ce qui veut dire par exemple que les terres végétales ne sont pas inertes. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment des éléments organiques qui sont appelés à évoluer, à se décomposer, à changer. La terre inerte, il n'y a pas d'éléments qui vont se modifier. Ça en fait effectivement un matériau qui participe d'une économie circulaire depuis très longtemps. Évidemment, UCT n'a pas du tout inventé la réutilisation des terres inertes, ça existe depuis la nuit des temps. Quand les gens creusaient, eh bien, ils vont faire une colline à côté avec ce qu'ils ont creusé. Les enfants font ça aussi sur la plage. Par exemple, il y a des exemples comme le potager du roi. Si vous allez au potager du roi à Versailles, vous vous rendez compte qu'il y a une différence de niveau entre le potager et le parc. Pourquoi ? Parce que le potager a été créé avec des terres issues de la construction du bassin des Suisses. Des terres très marécageuses qu'on utilisait justement, des terres qui n'étaient pas vraiment inertes pour leur qualité organique. Plus près de nous, les buttes Chaumont sont une ancienne carrière qui ont été comblées, d'où les pentes très fortes que l'on peut voir sur ce parc. Et encore plus près de nous, un parc très, très symbolique et très emblématique pour ECT, puisque c'est la première fois que les terres excavées de Paris sont sorties de façon aussi importante pour créer le parc de la Courneuve, qui est donc situé dans la plaine Saint-Denis, qui par définition est un endroit très plat et sur lequel il y a des belvédères qui montent à plus de 70 mètres et sur lequel il y a une série de lacs, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Plus pragmatiquement, sur un projet ECT, comment est-ce que cela se passe ? Il y a évidemment trois phases distinctes. Une phase d'identification du site et de conception, une phase où l'on va réceptionner les terres, et puis après, la phase de la vie du projet qui doit s'insérer dans son territoire. La première phase d'identification, c'est que nous sommes dans un contexte de terre excédentaire. C'est-à-dire que CT ne fonctionne pas par rapport à un chantier, ne va pas créer un site en fonction du chantier. Au contraire, on a la volonté de créer un maillage de sites capables de recevoir les terres excavées. Et donc notre principale préoccupation, elle est justement d'aller chercher des fonciers délaissés, abîmés, à réhabiliter, sur lequel un projet de territoire peut s'arrimer et sur lequel nous allons donc travailler à une conception du projet, c'est la première phase, identification, puis conception. Cette conception du projet, elle s'accompagne évidemment d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, elle s'accompagne aussi d'un dialogue et d'une instruction avec la sphère publique et notamment les autorités préfectorales pour avoir les autorisations d'accueillir la terre. Et puis évidemment, nous faisons travailler des écologues, des paysagistes et l'ensemble des personnes qui vont travailler à la conception particulière du projet. À partir de là, nous allons avoir un beau jour qui quelquefois met entre 6 mois et 2 ans pour avoir une autorisation. Cette autorisation, elle va permettre d'ouvrir le site à l'accueil des terres. Là, 2 métiers de CT vont intervenir. Un premier métier qui va être commercial, puisque notre activité est effectivement de permettre aux terrassiers de venir poser leurs terres sur nos sites. Donc le commerce va avoir une double casquette, qui c'est de devis de la terre
Et puis également de mettre en œuvre la traçabilité de la terre, on y revient dans quelques instants, puisque effectivement c'est un des enjeux les plus fondamentaux. J'ai dit tout à l'heure que la terre inerte était en grande quantité en Île-de-France, mais il y a évidemment des endroits où la terre est polluée, et la mise en place de cette traçabilité fait partie de la prestation que nous sommes à même de donner à l'ensemble des terrassiers. Et puis le site est ouvert, donc il faut mettre en place évidemment les accès, là comme un chantier, les accès, les points de contrôle, les terraries, et là nos équipes effectivement vont façonner le paysage, vont commencer à faire les équipements, et nous allons à l'avancement végétaliser, selon le plan de conception, végétaliser l'aménagement, jusqu'au moment où notre autorisation sera remplie, c'est-à-dire que l'ensemble des terres seront arrivées, et donc le site pourra être terminé, restitué, soit à la collectivité, dans le cadre du projet initial, soit si nous travaillons chez un propriétaire privé, dans ce cas-là, le site lui sera à nouveau restitué. Et puis donc la troisième phase, c'est effectivement la vie du projet et le fait que le parc va ouvrir, il va être ouvert aux riverains, ou que par exemple quand on fait un parc de VTT, eh bien l'association pour laquelle il a été fait va effectivement pouvoir organiser des compétitions, ou si c'est un si c'est un site agricole, l'agriculteur va pouvoir faire sa première mise en culture. Point important sur pourquoi économe de fonds publics. Parce que, tel que je vous ai présenté le cycle de vie d'un projet, effectivement, sur la réalisation du projet, il ne coûtera rien à la collectivité, parce que ce sont le BTP, les terrassiers qui effectivement nous rétribuent pour accueillir leurs terres. Et donc dans le business plan général du projet, les équipements et l'aménagement sont les dépenses, et les recettes, ce sont bien les terres excavées. On est bien dans une illustration d'une économie circulaire qui fait qu'effectivement, d'un matériau qui est excavé et qui est devenu un déchet, eh bien effectivement, on peut le remettre, effectivement le réutiliser, et ça, sans coût pour la collectivité, puisque c'est l'économie globale du projet. Assez rapidement, parce que je ne veux pas être trop longue, il est évident que nos projets ont un impact sur l'environnement. Un impact avec différentes temporalités, des impacts positifs et des impacts négatifs. Évidemment, il y a un impact qui est lié au chantier, à l'insertion d'un chantier dans un environnement, avec effectivement des camions qui arrivent, du bruit, des poussières, et ça c'est des choses à la fois réglementairement et à la fois, on va dire, dans les accords que nous avons pour la collectivité, ce sont des choses que nous allons gérer, mais plus globalement, nous avons la capacité, en termes par exemple écologiques, de recréer des milieux. C'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire que l'idée des parcs par exemple que nous faisons, c'est que le solde pour la biodiversité soit positif, c'est-à-dire que l'ensemble des milieux recréés soit effectivement meilleur pour la biodiversité. Alors, comme nous avons une activité assez atypique, on a cherché à évaluer vraiment à 360 sur des aspects aussi bien environnementaux que sociétaux, les impacts de façon... L'intérêt de l'évaluation, c'est bien on connaît ces impacts, et donc effectivement, on a la capacité d'y répondre, et aussi ça permet d'engager un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes sur la façon dont ces impacts sont positifs, sont pris en compte ou sont mineurs. Un sujet très important, c'est la traçabilité. Pour bien comprendre la traçabilité, il faut bien savoir que une terre, quand elle est excavée, elle va prendre, si elle sort de l'emprise du chantier, ça n'est pas le cas si elle reste sur le chantier, mais si elle sort de l'emprise du chantier, elle prend le statut de déchet. C'est un statut juridique auquel le CT est très attaché, parce que c'est le statut le plus protecteur que l'on peut trouver pour la traçabilité. Pourquoi ? Parce que le statut de déchet engage la responsabilité du producteur du déchet comme du site qui le reçoit. Ça permet de créer une chaîne de responsabilité notamment qui s'appuie sur une chaîne de responsabilité du déchet qui s'appuie sur la traçabilité. La traçabilité des terres, elle a 3 étapes. La première, évidemment, c'est de savoir ce qu'il y a sur le chantier. C'est-à-dire que, évidemment,
le maître d'ouvrage va devoir procéder à des analyses de surface, mais aussi des analyses en profondeur, pour obtenir un plan de maillage. Ce plan de maillage va lui indiquer si les mailles sont ou pas des terres inerte. À partir du plan de maillage, ECT est capable de proposer aux terrassiers effectivement une mise en filière des différentes terres, une caractérisation des mailles et une mise en filière des différentes terres. Et effectivement, lorsqu'il y a des chantiers qui vont venir mixtes avec des terres polluées et des terres inertes, puisqu'il y a des chantiers qui vont pouvoir aller très profondément, ou par exemple des chantiers sur lesquels il y a seulement une parcelle ou une zone qui est polluée, un agent environnemental de CT va se rendre sur le chantier et va pouvoir diriger les camions vers tel ou tel site exutoire. C'est là où intervient donc le bon de transport, qui aujourd'hui est dématérialisé, un bon de transport qui va permettre, et ça c'est la deuxième étape, à l'arrivée sur le site, de valider d'où vient le camion, le chantier d'origine, sachant que l'ensemble est couvert par une déclaration d'autorisation préalable, c'est-à-dire que le chantier est répertorié chez ECT pour ce qu'il est, et on a délivré une autorisation de venir sur nos sites. Sur le site, il y a deux séries de contrôles, des séries à l'entrée où on va vérifier la DAP et le bon de contrôle, le bon de transport. Il y a évidemment des portails radioactifs. On vérifie aussi avec des caméras le sommet du chargement pour éviter qu'il y ait par exemple des déchets végétaux qui ne sont pas autorisés sur nos sites parce qu'il y a beaucoup trop de matière organique et donc ils ne sont pas inertes, ou pire encore des déchets ménagers. Ce chargement, il est revalidé une deuxième fois au moment du déchargement, puisque les camions ne déchargent pas directement dans les casiers, mais ils déchargent en berge, et là, un bulle vient, tape dedans, et donc on va vérifier effectivement la teneur du chargement, sachant qu'en plus, il y a une validation olfactive par rapport notamment aux terres qui pourraient être impactées aux hydrocarbures. Et ça, c'est donc la traçabilité sur le site. Et puis, il y a un troisième niveau qui est que, comme je vous l'ai dit, nous avons des autorisations, nous avons des autorités de tutelle, la DRIAD par exemple, qui effectivement va venir sur nos sites régulièrement pour vérifier sa conformité. Ce que la slide n'indique pas là, c'est que depuis la loi AGEC a fait intervenir un sujet très important qui va être les registres. Les registres chronologiques que ECT est ravi de voir stipulés réglementairement désormais, c'est-à-dire que tous les intervenants, le producteur, le détenteur, s'il y a des courtiers également, le transporteur, doivent tenir un registre chronologique de tous les transports qui sont faits. Et ces registres chronologiques, le producteur et le site exutoire doivent les transmettre à un registre national des terres excavées et des sédiments. C'est effectivement la dernière couche de traçabilité qui a été mise par la réglementation et qui nous paraît absolument aller dans le bon sens. Ce registre national a pris un tout petit peu de retard. Il sera obligatoire en janvier 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Quelques chiffres clés et quelques partenaires, puisque bien évidemment ECT travaille avec un écosystème de partenaires, puisque nos sites, quand ils sont à vocation effectivement avec des objets tels que des parcs par exemple, ont un besoin de s'insérer dans un tissu local. On a, vous l'avez vu, des enjeux écologiques très forts. Donc on va travailler avec des associations naturalistes. On va travailler également avec des écoles, l'école du paysage, du fait de notre insertion dans le paysage, avec le IVP pour travailler au plus près effectivement des collectivités, des gens qui vont être à même de prendre des décisions. Et puis, par exemple, on va travailler aussi, quand on fait un parc avec la Fédération française de randonnée, de façon à ce que, par exemple, les GR ou les PR passent par le parc et pour effectivement avoir un maillage. Quelques chiffres clés sur ECT. Nous avons été créés en 1997 à partir d'une société qui travaillait déjà sur les terres excavées.
il y a à peu près 200 collaborateurs chez ECT. On est une grosse PME, une quinzaine de sites en activité en Île-de-France avec des volontés de développement dans le Nord et en Rhône-Alpes. Notre activité aujourd'hui, elle tourne à peu près autour de 15 millions de tonnes de terre traitées par an chez ECT. Et effectivement, on végétalise beaucoup. Alors selon les années, on plante entre 10 et 30 000 arbres pour donner un petit peu un marqueur de notre activité. Quelques exemples. Donc effectivement, un exemple historique et très emblématique, le parc départemental de Georges Valbon en Seine-Saint-Denis. Ce parc est le 3e plus grand parc d'Île-de-France, il fait 420 hectares. Ce qui est important, c'est de voir qu'on a, important en tous les cas pour le sujet d'aujourd'hui, c'est que près de 15 millions de mètres cubes de terre excavés ont été utilisés pour la création de ce parc. Ce parc a donc été mis en paysage par Alain Provost et Gilbert Samel. Les terres excavées provenaient à l'époque du trou des Halles et du périphérique, de la fin de la construction du périphérique. Donc effectivement, c'est un exemple qui montre aujourd'hui, c'est un parc Natura 2000, qu'à partir des terres excavées et à partir d'un geste paysagiste très fort, on arrive effectivement à remodeler le paysage de façon absolument extraordinaire et pour le plus grand plaisir et usage des riverains. Alors, un autre exemple plus modeste, parce qu'on ne peut pas toujours faire des parcs de 420 hectares, c'est un exemple à Moissy-Cramayel, qui là est donc un petit peu plus loin en Île-de-France, dans une zone beaucoup plus périurbaine, où on adresse plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est effectivement celui de la construction, et c'est un parc qui vient s'intercaler entre la francilienne et le développement urbain de la ville, et qui donc va permettre de délimiter, en termes urbains, de délimiter la frontière nord de la ville, qui va s'arrêter sur le parc. Ça va permettre d'être cette respiration entre la ville et la francilienne. C'est aussi un bon exemple de coopération et de co-construction avec la collectivité, qui notamment avait beaucoup souhaité qu'il soit ouvert à tous les publics et notamment à l'ensemble des personnes présentant des handicaps. Il y a donc eu un travail très fin qui a été fait sur les déficits visuels, sur certains déficits mentaux également, et bien évidemment c'est ouvert au PMR, bien que ce parc présente une forte pente à certains endroits. Ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'il y a des usages qui sont créés à partir qu'on n'aurait pas pensé, et notamment c'est un parc qui est très fréquenté par des gens qui font du trail, parce qu'il y a très peu de pentes fortes en Île-de-France, et donc ils trouvent là un usage qu'on n'avait pas imaginé, et ça effectivement ce sont des choses qui rendent vivant et qui permettent de tisser du lien localement par rapport à ça. Ce parc effectivement a aussi des vocations écologiques. On a conservé bien évidemment une mare et l'ensemble de la végétation très particulière qu'il y avait autour de cette mare. Donc c'est un parc beaucoup plus modeste parce qu'il doit faire quelques hectares et non pas évidemment des centaines d'hectares. Alors exactement, c'est la dernière slide mais qui est sur le substrat fertile, puisque quand on travaille avec les terres inertes, on est toujours confronté au fait de faire repousser des choses sur les terres inertes. On a plusieurs façons d'aborder le sujet de la refertilisation de nos sites. La première façon, c'est effectivement quand il y a de la terre végétale présente. Ça va être de décaper cette terre, de la stocker et de la remettre en place. Mais de plus en plus souvent, on travaille sur des sites délaissés ou des sites qui ont été très abîmés. Et donc, il a fallu effectivement trouver des solutions. L'importation de terre végétale est une chose qui nous paraît effectivement un peu un contresens. Et donc, on a travaillé avec divers partenaires. Et depuis la création du parc de la Courneuve, où il y a eu du substrat fertile qui a été créé à ce moment-là, à travailler à des substrats fertiles assez rustiques sur lesquels, effectivement, on va mélanger du déchet vert, du compost de déchets verts et des terres inertes de façon à recréer un support de culture. Là, ce que vous voyez là, c'est une réalisation que nous avons fait avec la ville de Paris sur l'esplanade du château de Vincennes, où il y avait un cahier des charges assez précis de la ville. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait un technosol, c'est que l'on peut aussi travailler différents paramètres. Là, la ville souhaitait faire effectivement une végétalisation et une prairie, mais aussi un endroit sur lequel les gens pourraient se rassembler pour
pour la fête de la musique. Donc on a pu aussi également travailler sur la portance, en ajoutant à la matière minérale des éléments qui effectivement permettent d'avoir une portance du sol et surtout de ne pas abîmer la prairie quand on marche dessus. Voilà, une dernière image très rapidement, c'est tout simplement un petit clin d'œil sur un artiste de land art que nous avons fait, qui nous a fait l'amitié de faire une fresque de land art sur un de nos sites pour se demander si effectivement le fait de réutiliser les terres, c'était un jeu d'enfant ou pas. L'enfant que vous voyez, il a été dessiné, mais le petit jouet avec lequel il joue, c'est un vrai bulldozer, un bulldozer de CT, et donc voilà, dans un paysage francilien, qui est effectivement notre terrain de jeu. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Sophie et Alix. On a quelques questions. Alors la première, je crois que vous avez commencé à y répondre, mais j'aimerais confirmer avec vous. Est-ce que CT est implanté en PACA et en Occitanie? Vous ne l'avez pas cité. Mais... Alors, le CT n'est pas directement implanté en PACA et en Occitanie, mais effectivement, aujourd'hui, on a plutôt nos bases effectivement en Île-de-France. Ça pourrait être sur des projets. On serait de toute façon intéressé par tout type de projet de réutilisation. Autre question, est-ce que c'était propriétaire des fonciers sur lesquels les projets d'aménagement sont développés? Est-ce que du coup ça veut dire que vous êtes maîtrise d'ouvrage de ces projets avant restitution à la collectivité ou au propriétaire? Alors, la question du foncier est bien évidemment fondamentale. On peut intervenir sur à peu près tout type de foncier. On n'a pas besoin d'être propriétaire pour intervenir dessus. On travaille dans le cadre soit d'une ISDI, d'une installation de stockage de déchets inertes, soit de permis d'aménager, effectivement, mais il suffit qu'il y ait une mise à disposition du terrain qui nous soit faite pour qu'on puisse avoir cette activité qui est effectivement bornée dans le temps. Il nous arrive d'être propriétaire des fonciers, il nous arrive d'en être juste locataire, il nous arrive que ce soit des mises à disposition de terrains communaux par exemple. Enfin, il n'y a pas de règles particulières et on sait s'adapter à la situation juridique du terrain et du foncier. Une autre question, je suis un maître d'ouvrage qui souhaite valoriser les débris de mon chantier. Que dois-je mettre en place pour y arriver? À quel moment du projet? Alors, justement, c'est en fait c'est assez facile, c'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes maître d'ouvrage et que vous savez que vous allez excaver des terres, justement, il faut que le chantier soit habilité par ECT pour que nous recevions ces terres-là. Et à ce moment-là, vous pouvez apporter vos terres sur un des sites déjà en réalisation sur ECT. Et bien évidemment, si vous êtes intéressé par savoir quel type de réalisation va être fait, ECT et les contacts commerciaux vont bien évidemment vous renseigner. Nous ne travaillons pas directement, ou en tous les cas, non, nous ne travaillons pas directement d'un chantier à créer une réalisation particulière. Il y a un tel excédent de terres excavées en Île-de-France que ça n'aurait pas de sens. En revanche, nous travaillons plutôt à avoir des chantiers à avoir des sites qui soient proches des chantiers pour des questions de transport, puisqu'en fait, dans le coût pour le terrassier ou le maître d'ouvrage de l'excavation des terres, il y a l'excavation et puis le transport jusqu'à un site comme le nôtre. Donc c'est ça qui est important, c'est effectivement qu'il y ait un maillage du territoire qui soit intéressant et qui le rende plus proche du chantier. Quel est votre interlocuteur à privilégier pour récupérer les débris d'un chantier qui souhaite revaloriser ses terres? Est-ce que c'est plutôt la maîtrise d'ouvrage ou le terrassier? Alors, généralement, c'est le terrassier. Mais c'est le terrassier plus par une pratique des métiers du bâtiment que par une volonté de CT. Généralement, le terrassement est laissé au terrassier et le maître d'ouvrage s'en préoccupe très peu. C'est une partie de la méconnaissance d'ailleurs du métier que nous faisons et de ce que devenaient les terres. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on aurait demandé à des architectes ou à des maîtres d'ouvrage que devenaient leurs terres. Je pense qu'ils n'auraient à peu près pas su où elles allaient. Aujourd'hui, effectivement, il y a une beaucoup plus grande connaissance. Mais aujourd'hui, nos interlocuteurs sont le terrassier, mais ça peut arriver évidemment, surtout sur des chantiers de très grande importance, que notre interlocuteur soit le maître d'ouvrage. Mais sur une temporalité d'excavation qui est souvent très courte et assez intense, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait l'autorisation qui soit donnée, la fameuse DAP qui soit donnée pour que les terres puissent être évacuées. Ce sont vraiment des choses qui doivent s'enchaîner. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas évacuer, stocker les terres et se dire « tiens, mon Dieu, où est-ce que je vais les mettre ?» On va vraiment être dans quelque chose qui est un flux tendu. Est-ce que vous devez
projet d'aménagement? Est-ce qu'il y a des types de terres ou de déblais que vous ne pouvez pas utiliser, hormis évidemment les terres polluées? Alors, c'est une excellente question. Là encore, aujourd'hui, ECT de par la... Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est que les caractérisations obligatoires sont les seules caractérisations qui ont trait à la pollution. Vous n'êtes pas obligé de savoir si vous allez sortir des marneaux calcaires, des argiles, du limon, du sablon. Il n'y a pas d'obligation réglementaire à savoir le type de terre qui va être sorti. Ce qui fait que, d'une façon générale, les terrassiers excavent et nous apportent des terres qu'on va appeler un tout venant général, qui est modéré par le fait qu'en Île-de-France, on sort majoritairement du marneau calcaire. Pourquoi? Parce que la géologie du bassin parisien est une géologie de marneau calcaire. Donc nos aménagements, à de rares exceptions près, sur, on va dire, la construction globale du site, ne nécessitent pas un type de terre particulier. En revanche, par exemple, si on va travailler sur des golfs, là on va être obligé de caractériser le type de terre qui arrive parce qu'on va être sur des aménagements beaucoup plus fins. Par exemple, quand on est à la fin du chantier, quand on va être vraiment sur les couches supérieures, et bien là, effectivement, on va être obligé d'aller caractériser le type de terre et non plus simplement de savoir s'il est inerte ou pas. Il y a aussi le fait qu'un certain nombre de terrassiers sont capables de savoir et de reconnaître le type de terre qu'ils vont avoir. Par exemple, quand c'est du limon ou quand c'est du très beau sablon, généralement, ils ne viennent pas chez nous parce qu'il y a d'autres utilisations sur lesquelles ils vont pouvoir essayer de valoriser directement leur terre différemment. Une autre question qui nous semble assez importante, qui doit payer l'enlèvement des terres excavées? Ces terres sont-elles rachetées par ECT? Et peut-être en lien avec cette question-là, une autre qui est: quel est le coût de la tonne de la terre que vous récupérez? Alors, effectivement, qui doit payer? La personne qui excave. C'est-à-dire que ECT va effectivement être rétribué pour l'accueil des terres et la chaîne de traçabilité. Donc effectivement, c'est au maître d'ouvrage. Et c'est vrai pour l'ensemble de... Par exemple, quand on fait des travaux ou quand on fait des travaux dans son jardin, eh bien, effectivement, la terre qui va sortir va prendre exactement de la même façon que pour les bâtiments, un statut de déchet, et donc, effectivement, devra aller sur des installations et des sites de réalisation, des sites de valorisation comme les nôtres. Le prix sur une terre inerte aujourd'hui, elle est à peu près... mais globalement, aux alentours d'une... Pour le terrassier, ça va lui coûter une dizaine d'euros. La tonne, 10 euros la tonne. Mais à peu près, c'est un chiffre très global parce qu'effectivement, il y a... Si le service commercial m'entendait, il m'expliquerait que vraiment, on ne peut pas être aussi général. Mais c'est à peu près ça. Ça va être entre 7 et 10 euros. Ok. Deux autres dernières questions avant de passer à la présentation suivante. Le Grand Paris, plutôt que de densifier, a-t-il prévu quelques parcs de l'ampleur de la Courneuve? Est-ce que vous savez ça? Alors, quand on parle du Grand Paris, on parle de la métropole du Grand Paris, c'est cette question-là? Je suppose. Ou est-ce que c'est le Grand Paris Express? Parce que c'est toujours un sujet très... J'imagine que c'est plutôt la métropole. Alors, si on parle de la métropole du Grand Paris, aujourd'hui, nous n'avons pas de parc, effectivement. Il faut savoir que les parcs comme la Courneuve, c'est le département de la Seine-Saint-Denis qui a fait un travail absolument remarquable sur une dizaine de parcs départementaux. Il n'y a pas, à ma connaissance aujourd'hui, de projet aussi ambitieux à l'échelle de la métropole. Je ne pense pas. Et une dernière question, quelle est la provenance du compost de déchets verts utilisé pour fertiliser les déblais? Faut-il ajouter de la terre végétale au mélange? Alors, si on veut faire du compost, mais alors vraiment j'ai des très grands spécialistes à côté de moi, donc, si on veut faire du substrat fertile, l'idée c'est justement de ne pas utiliser de terre végétale. Après, il y a évidemment plein de cas particuliers. S'il y a de la terre végétale sur place ou un petit peu, là on rentre vraiment dans une création du mélange particulier. Le compost de déchets verts s'achète chez des gens qui font du compost de déchets verts. Il n'y a pas de particularité. Là où on va pouvoir plus facilement, c'est sur le pourcentage de compost de déchets verts qu'il faut faire rentrer dans le mélange avec la partie minérale par rapport à l'usage que l'on veut faire et du support de culture que l'on veut faire. Merci beaucoup Sophie, Alix. Il y a encore d'autres questions qui sont arrivées, mais il faut qu'on
On est du temps pour notre seconde présentation. Je propose aux personnes en ligne à qui on n'a pas pu répondre aux questions de pouvoir prendre contact après avec Sophie pour y répondre. Sarah, Frédéric, la parole est à vous. Je vais peut-être récupérer la souris. Ah, pardon. Merci. Donc, bonjour à tous. On est ravis d'être là avec Frédéric. On va vous présenter, je vais commencer par présenter NeoEco et un retour d'expérience avec la Société du Grand Paris pour un peu illustrer la méthodologie qu'on a pour la valorisation des terres. Et je laisserai ensuite Frédéric présenter les faiseurs de terre, qui est aussi un projet de valorisation de terre en substrat fertile. On l'a dit au tout début, aujourd'hui on ne voit plus des déchets mais uniquement des matières usagées en attendant une nouvelle vie, donc on ne voit que des ressources. Et NeoEco aujourd'hui travaille à 3 grands domaines d'intervention sur lesquels on travaille pour redonner vie aux différents gisements qu'il peut y avoir. Donc si on devait résumer de manière synthétique les 3 grands domaines d'intervention de NeoEco, on travaille sur la définition de stratégies territoriales de valorisation. Donc là, on va accompagner les territoires et plus généralement les maîtrises d'ouvrage sur la définition, mais aussi la mise en place de stratégies d'économie circulaire concrètes autour des matières, donc, dont les terres sont les plus grands volumes. Et là, on vraiment parle sur les matières sortantes et entrantes. Et l'objectif, c'est de pouvoir renforcer les filières déjà en place et de créer des nouvelles filières quand l'opportunité existe. Le deuxième volet, c'est la déconstruction-reconstruction innovante. Donc l'objectif, c'est de pouvoir valoriser tous les déchets de déconstruction dans les terres et déblais issus des différents chantiers. Et là, donc on est un peu plus sur des opérations ou des AC. Et puis le dernier volet, c'est conseil et écomatériaux. On va travailler sur l'élaboration d'écomatériaux, d'écoproduits à base de différents types de déchets, où là, on va plus travailler avec des industriels. Donc aujourd'hui on travaille sur une très grande gamme de déchets ou de nouvelles ressources. Aujourd'hui on va du coup zoomer sur les terres et déblais qui est en bas à droite sur l'écran. Donc on a une méthodologie assez générale qu'on va toujours adapter en fonction du contexte, de la localisation, des acteurs et des territoires. Aujourd'hui, donc, on va toujours partir d'un chantier, d'un territoire. On va travailler sur identifier quels sont les flux sortants, caractériser ces matériaux dans les terres et puis essayer de trouver des formulations pour constituer des nouveaux écomatériaux. Donc là, on est plus sur de la valorisation matière. Et puis d'essayer d'intégrer ces écomatériaux dans des filières existantes, prometteuses, ou alors créer des nouvelles filières quand il y a une opportunité de création de nouvelles filières, comme on le verra ensuite avec les substrats fertiles. Aujourd'hui, sur les différents types de matières, on a pu travailler sur le renforcement ou la création de plusieurs types de filières à partir de matériaux vraiment divers et variés. On voit les bétons, mais aussi la valorisation agronomique, les substrats fertiles, de la technique routière. Et pour un peu illustrer cette méthodologie, je vais vous présenter très rapidement le retour d'expérience ou le projet qui est encore en cours avec la Société du Grand Paris pour le Grand Paris Express. Donc vous l'avez cité au tout début, effectivement aujourd'hui il y a 45 millions de tonnes de terre et déblais de terre excavée du Grand Paris Express sur 10 ans évidemment. Donc on travaille avec la Société du Grand Paris sur les objectifs de valorisation et comment on pourrait faire une valorisation matière des terres excavées du Grand Paris Express. Donc la valorisation matière, peut-être rappeler la définition, c'est utiliser les matériaux excavés avec ou sans traitement, souvent en les transformant comme écomatériaux en substitution d'une ressource naturelle. Donc on le voit par exemple pour les terres excavées, mais aussi pour d'autres éléments. Il y a aussi la valorisation en volume, dont on a parlé aussi au début, où l'objectif c'est d'utiliser les matériaux excavés en grande masse, puisqu'il y en a beaucoup, et on est obligé aussi d'utiliser cette valorisation en volume pour combler les vides de fouilles ou modeler des terrains existants. Donc, quelle méthodologie on met en œuvre pour cette valorisation en matière? Nous, on va toujours venir caractériser les différents gisements. Ça veut dire qu'on va étudier les caractéristiques techniques des matériaux.
pour voir quelle est la valorisation la plus noble et la plus pertinente. Pourquoi ? Parce que la valeur économique en fait, de ces matériaux va dépendre des caractéristiques techniques et de ce qu'on va pouvoir en faire. Donc l'objectif, c'est toujours de pousser cette valorisation au maximum pour avoir un équilibre économique et du coup un impact environnemental, puisqu'on va venir remplacer des matériaux des fois exigeants par des terres excavées et des déchets de déconstruction. Et donc, suite à cette caractérisation, on va pouvoir définir les écomatériaux potentiels et les filières existantes, ou pas encore, pour la mise en place de ces écomatériaux et leur réinjection sur les projets du territoire. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a déjà fait avec la Société du Grand Paris. En phase 2, qui est en cours, on va travailler sur le développement des filières. Et donc l'objectif ici, c'est d'abord de travailler sur la formulation d'écomatériaux avec la Société du Grand Paris qui a mis en place un kit d'écomatériaux. On a travaillé sur plus de 70 formulations. Ensuite, on va accompagner la Société du Grand Paris et les maîtrises d'ouvrage en général sur la connaissance de ces écomatériaux, comment ils peuvent se les approprier, les inscrire dans les cahiers des charges pour pouvoir ensuite les intégrer dans leur chantier. Et ensuite, il faut quand même qu'on puisse transformer ces terres en écomatériaux. Donc on va regarder quelle est la capacité du territoire à transformer ces écomatériaux. Nous, on n'a pas l'ambition de faire nous-mêmes la transformation. Donc il y a eu un AMI qui a été lancé pour identifier les industriels, les plateformes du territoire, capables de s'approprier ces formulations, de transformer ces terres en écomatériaux qui avaient été identifiés et de pouvoir fournir les différents chantiers, projets d'aménagement avec ces écomatériaux. Donc en phase 3, qui est la dernière phase, mais sur laquelle on commence déjà la prospection, c'est d'identifier les chantiers capables d'absorber ces écomatériaux, de les accompagner dans l'inscription dans les CCTP, de sensibiliser les maîtrises d'œuvre et aussi les maîtrises d'ouvrage, surtout d'ailleurs sur ces écomatériaux-là, et de pouvoir les accompagner sur vraiment comment les intégrer sur leur chantier, comment vérifier la compatibilité de leurs besoins avec les écomatériaux déjà développés, ou comment peut-être pousser une nouvelle filière sur un besoin qu'on n'avait pas identifié, si on a encore le temps de développer des nouvelles formulations, et en parallèle accompagner aussi les industriels dans la transformation de ces terres en écomatériaux. Donc des exemples d'usage pour les terres excavées du Grand Paris Express. Donc on a des remblais, de la valorisation agronomique et ensuite à partir d'autres gisements, du béton hors champ en application de normes, des granulats recyclés. Donc là on sort un peu des terres excavées, mais voilà, l'idée c'était de montrer un petit peu qu'à partir de chaque matière on peut faire une caractérisation dans les terres, identifier les caractéristiques techniques, la valeur économique maximale qu'ils peuvent avoir et pousser les filières aujourd'hui locales pour les besoins du territoire. Donc on a un peu travaillé là sur une illustration sur les objectifs de valorisation des terres du Grand Paris Express, et on voit un petit peu que la valorisation matière est la plus rentable et celle qui va entraîner le plus de gains environnementaux, puisqu'on va remplacer des matériaux nobles par des matières recyclées qui vont répondre finalement aux mêmes besoins. On verra les questions après. Je vais laisser la parole à Frédéric pour les faiseurs de terre. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter maintenant le projet faiseur de terre et d'abord un petit d'abord un petit mot sur Topager, donc qui est l'entreprise que j'ai cofondée il y a une dizaine d'années avec mon associé Nicolas Bell, qui est ingénieur d'écomatériaux justement. Moi j'ai fait ma thèse au Muséum d'Histoire Naturelle, et le projet en fait a commencé sur les toits de l'école d'agronomie AgroParisTech. Donc voilà, je vais faire un petit clin d'œil avec cette image de ce toit par rapport à cette école des ingénieurs déserteurs qui fait pas mal parler d'elle en ce moment. Et le but de ce projet de recherche au début, c'était vraiment déjà, il y a une dizaine d'années, de revaloriser tous les déchets qui pouvaient être produits par la ville pour recréer de la ressource, donc comme dans un écosystème, donc c'est les boucles d'économie circulaire, comme dans un écosystème où rien ne se perd et tout redevient des ressources, et c'est réutiliser les déchets du bâtiment, les déchets verts, les mares de café, et tout ce qu'on peut trouver dans un bâtiment pour refaire des substrats fertiles
directement en toiture et refaire du potager pour reproduire de la ressource pour les usagers du bâtiment. Donc ça, c'était il y a une dizaine d'années, et depuis 1 an maintenant, et depuis 2 ans en recherche-développement, on a rencontré donc 2 autres entités, donc Neoeco qui vient d'être présentée par Sarah, et Alage qui est une association d'insertion professionnelle. Et ensemble, avec ces 3 entités, on a créé le consortium Faiseurs de Terre, avec une série de partenaires aussi, que sont la région Île-de-France, l'ADEME qui nous finance. Il y a aussi la mairie de Paris, on a malheureusement oublié le logo, mais qui nous finance aussi une partie de cette recherche-développement. Et puis des territoires, la Seine-Saint-Denis qui nous accueille, Plaine Commune, et des partenaires comme ECT aussi pour les terres excavées, et Fleurs de Sol, un bureau d'études spécialisé sur la biodiversité des sols. Donc ce qui nous intéresse surtout avec ce groupement, ce consortium, c'est que 3 entités qui ont quand même des métiers assez distincts peuvent se regrouper autour du sujet de valorisation des terres excavées, parce qu'on y a tous des intérêts communs, et qu'on voit que ça va aller pour l'avenir, changer la ville aussi, et remodeler le visage de la ville en essayant d'être le plus logique possible dans cette question d'économie circulaire par rapport aux terres, plutôt que faire venir en fait des terres de l'extérieur pour végétaliser la ville. On va essayer au maximum de récupérer les déchets de la ville pour recréer ces espaces verts qui sont, comme on l'a mis là sur le projet Faiseurs de Terre, fournisseurs du bien-être en ville en fait. Ces espaces verts, ils sont essentiels, on le sait, pour le fait d'avoir des villes durables et qui vont pouvoir répondre à différents enjeux, notamment d'adaptation au changement climatique. Donc ces espaces verts, ils peuvent être dédiés notamment à l'agriculture urbaine, ils peuvent permettre d'accueillir une forte biodiversité, comme ça a été aussi montré avant, et notamment faire de la gestion des îlots de chaleur urbains, donc qui est un des enjeux du futur de la ville avec ces problèmes de réchauffement climatique. Donc tout ça, ça va se faire au travers de la mise en place d'une filière de production de substrats fertiles, c'est le projet Faiseurs de Terre, en circuit court, et notamment avec une main-d'œuvre en insertion pour qu'il y ait aussi cette dimension sociale qui est très fortement ancrée dans le projet. Donc ensuite, on va fournir le territoire avec ces substrats fertiles pour les sols, mais aussi pour les toitures, parce que c'est notre dada à Topager, on va dire, de végétaliser non seulement la ville au sol, mais aussi les bâtiments de la ville, et pour essayer de maximiser en fait les surfaces végétalisées en ville, puisque les bâtiments, c'est quand même 1/3 de la surface des villes, donc ça représente des surfaces assez impressionnantes. Et ensuite, valoriser ces terres excavées, qui sont donc des sous-produits de déconstruction, mais aussi, il y a aussi des sous-produits de déconstruction, qui sont intégrés dans ces substrats, puisqu'effectivement, la terre excavée n'est pas un sous-produit de déconstruction. Mais donc, quand je dis sous-produit de déconstruction, c'est plutôt tout ce qui est béton concassé, briques concassées, qu'on peut aussi intégrer sur des substrats pour essayer de les alléger un petit peu aussi, etc. Et puis, biodéchets, c'est tout ce qui est effectivement compost de déchets verts, qui sont très intéressants d'intégrer dans ces mélanges pour déjà permettre de réduire aussi l'exportation de toutes ces matières organiques qui sont produites par la ville, parce que c'est des millions de tonnes chaque année qui sont exportées alors qu'elles pourraient être revalorisées directement en ville au travers du compostage, etc. Et enfin, la dimension sociale, c'est former des personnes en insertion pour recréer l'emploi sur le territoire. Donc on a différentes compétences dans ce groupement, donc on a des spécialistes en substrats fertiles, nous on est plutôt du côté Topager, spécialiste en conception, réalisation et entretien d'espaces verts. Il y a Neoeco qui est expert en économie circulaire, en valorisation, et puis l'association Alage aussi qui produit des végétaux. Donc on a créé ce consortium qui nous semblait assez inédit et évident, et avec pas mal d'atouts qu'on essaye de mettre à profit pour que la ville devienne plus verte et plus vivable. Donc on a quelques références communes, je vais passer, mais notamment un bâtiment qu'on a fait avec Alage Pulse, donc c'est le bâtiment qui va accueillir Paris 2024 aussi, et où la végétalisation de la toiture et les façades ont été réalisées ensemble. Différents, la Société du Grand Paris dont on a parlé déjà, l'ADEME, notamment sur ce projet de recherche
qu'on a appelé Vitexsub, donc qui est pour la production de substrats fertiles expérimentaux pour les toitures végétalisées, qui est un des débouchés qui peut être fait avec les terres excavées. Donc comme je disais, notre proposition, voilà, je reprends un peu les différents thèmes, mais c'est ce que j'ai présenté avant, donc c'est faire la boucle pour aller jusqu'à la végétalisation des espaces et même aller au-delà dans leur conception, leur réalisation et leur entretien avec cette insertion professionnelle. Donc cette proposition, elle a des bénéfices importants pour les maîtrises d'ouvrage et les aménageurs. C'est des solutions qui sont issues de l'économie circulaire. Donc pour les déchets du territoire, comme on l'a dit, ça permet aussi de mettre à disposition des substrats de culture de qualité. C'est vraiment le point sur lequel on essaye de travailler assez précisément, c'est avoir aussi un temps de maturation des terres excavées mélangées qu'on va faire pour essayer d'avoir le substrat de meilleure qualité possible au moment où il va être livré sur les projets. Et enfin, un soutien aux politiques sociales de la ville avec cette dimension insertion professionnelle. Donc l'idée, c'est de maximiser les synergies urbaines vertueuses pour le bien-être des citadins et, comme je disais, préparer la ville de demain, notamment dans le contexte des changements climatiques et d'érosion de la biodiversité. On sait bien que pour aussi pallier un petit peu à ces questions, il faut vraiment s'impliquer fortement pour que les territoires deviennent accueillants pour la faune sauvage, et donc pas seulement à la campagne, mais aussi en ville, pour que ça puisse tisser un territoire sur lequel les êtres vivants, y compris les humains, mais aussi tous les autres, vont pouvoir vivre en harmonie. Donc nos clients, voilà, c'est principalement les collectivités, les aménageurs, et surtout les paysagistes au travers de cette proposition de substrat fertile. Actuellement, on est dans une phase d'expérimentation et de déploiement de nos solutions. Donc, il y a cette expérimentation qui est menée depuis un moment pour la Solidéo, donc pour les ouvrages olympiques. Donc, c'est sur un territoire à Bruyères-sur-Oise où il y a différentes formulations de technosols qui intègrent de la terre, du béton, du compost. Et certaines formulations ont été semées aussi, comme on voit sur les images, pour que ensuite les végétaux, via leur système racinaire, les symbioses qu'il peut y avoir aussi avec des champignons, donc tout ce qu'on appelle la mycorhisation, etc., puissent augmenter la qualité agronomique de ces sols avant d'être redistribués sur les aménagements du village olympique, et donc permettre d'avoir des aménagements de qualité avec ces substrats fertiles issus de l'économie circulaire, et en intégrant aussi des chantiers d'insertion dans le processus de construction de ces sols. Sur le projet dont j'ai parlé juste avant de production de substrats fertiles, pour les toitures végétalisées, c'est assez complexe parce qu'il y a une problématique du fait d'avoir des substrats relativement allégés et drainants, ce qui n'est pas forcément acquis à la base avec le matériau terre excavé, mais ça nous semblait important de vraiment travailler là-dessus, et donc on a commencé quelques formulations, on va jusqu'à 25-30% quand même de terre excavée, donc c'est pas non plus négligeable dans le mélange. Et voilà, on voit là sur les dernières images qui ont été prises hier que le témoin finalement sur cette image-là a plutôt eu tendance, c'est un substrat classique de toiture végétale, donc très drainant, à sécher beaucoup avec la sécheresse qu'on a en ce moment. A contrario, bon, la végétation s'était moins bien développée au début sur ces mélanges à base de terre excavée, mais on voit sur cette image que la végétation est un peu plus verte, un peu plus tient un peu mieux le coup. Donc c'est cette question de la résilience en fait des espaces végétalisés sur lesquels on s'intéresse beaucoup, et on voit que le fait de mettre un petit peu de terre excavée et de produire ces complexes argilo-humiques, en fait on appelle ça, dans le sol, qui permettent d'avoir une meilleure rétention d'eau, une meilleure qualité agronomique du sol, va pouvoir avoir aussi une végétation de meilleure qualité, plus durable, avec là c'est un projet qui n'est pas irrigué, donc c'est vraiment, on voit juste le projet comme ça d'expérimentation. Il y a cette problématique aussi de la gestion des terres directement in situ sur les chantiers, avec ce qui a été dit aussi avant de la problématique de la place en Île-de-France, où c'est toujours un peu compliqué de faire maturer des sols directement sur les chantiers. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à avoir des plateformes de proximité pour pouvoir faire ces maturations. Voilà, je vais finir. Je finissais sur
une expérimentation justement parce qu'on a toujours un peu des doutes des fois quand on fait ces formulations, est-ce que ça marche de faire ces substrats légers pour toiture végétalisée avec ces différents matériaux. Donc je reprenais une expérimentation qu'on a menée depuis 2015, donc on a quand même 7 ans de retour d'expérience sur ces toitures végétalisées qui en plus sont spontanées, c'est-à-dire que les végétaux sont arrivés naturellement avec le vent, les petits oiseaux sur la toiture. Et là, il n'y avait pas de terre extérieure, mais c'était déjà un substrat assez innovant et pas habituel dans le monde de la végétalisation, en utilisant juste des briques concassées et du compost. On voit qu'on arrive à avoir un couvert relativement qualitatif, même sur des épaisseurs très faibles, puisque là on est à 10-15 cm d'épaisseur de terre, donc c'est assez restreint comme on peut l'avoir souvent sur les toitures végétalisées. Et ça pousse très bien, sans irrigation non plus. Donc voilà, on est plutôt content du résultat et on espère qu'avec ce projet faiseur de terre et ce beau consortium, on va pouvoir continuer ce type d'expérimentation et le mettre en œuvre sur le territoire. Donc, merci. Merci à tous les deux, merci Sarah, merci Frédéric. Il y a pas mal de questions. Alors, je pense que nous avons des auditeurs dans le sud de la France parce qu'on demande si NeoEco intervient aussi en PACA et en Occitanie. Oui, tout à fait. On a des personnes qui sont dans le sud de la France et un peu partout en France, en Bretagne aussi. Principalement dans le nord, puisque NeoEco est basé à côté de Lille, et on est aussi à l'étranger, à Beyrouth également, donc un peu partout. Ok. Peut-être là sur des questions plus techniques, est-ce que, toujours pour NeoEco, vous pouvez un peu plus préciser quelles sont les études relatives à la caractérisation des terres ? Alors je ne serai pas forcément la bonne personne, on pourra reprendre contact avec la personne s'ils veulent m'écrire, mais je sais qu'il y a des questions d'abord de pollution et ensuite de caractéristiques techniques, je pense sur la granulométrie et les particularités physico-chimiques des terres. Mais je pense que Amine, qui est spécialiste des terres chez nous, pourra très bien répondre à ces questions. Toujours pour NeoEco, pourquoi les matériaux de construction en terre crue ne sont pas intégrés au panel d'éco-matériaux prévu dans la stratégie ? Je ne sais pas du tout. Je pense qu'on ne travaille pas trop sur ce sujet-là, en tout cas pas encore, mais de la même manière que la première question, je vais voter en touche et on reviendra vers la personne avec Amine pour répondre à ces questions-là. En tout cas, vos coordonnées seront transmises. Et ils pourront revenir vers vous. Et une dernière question pour NeoEco. Un chantier peut-il vous solliciter pour trouver des réutilisations aux matériaux de chantier ? Combien ça coûte et qui paye ? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage ou le terrassier ? Alors, nous, en général, on travaille avec la maîtrise d'ouvrage. Au plus tard, on peut intervenir avec la maîtrise d'œuvre, mais effectivement, on va faire ce qu'on appelle des diagnostics ressources un peu en cours de phase pro pour identifier tous les déchets en fait, ou les flux qui vont sortir du chantier, essayer d'identifier en amont les exutoires possibles pour pouvoir solliciter en avance les filières locales, voir tous les paramètres d'acceptabilité des filières, de compatibilité de ce qui va sortir de ces chantiers-là, l'inscrire dans les CCTP si on arrive à intervenir en phase pro pour que ensuite les entreprises aient déjà ces clauses intégrées dans les CCTP. Ensuite, on va pouvoir accompagner la maîtrise d'ouvrage même en phase chantier pour assurer le suivi, le tri sur chantier et ensuite l'envoi vers les bonnes filières des matériaux. Donc on peut intervenir en général au plus tard en phase pro et ensuite en accompagnement avec la maîtrise d'œuvre. On est en général en assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce type d'opération. Plutôt pour vous, Frédéric de Topagé, les terres de tranchées, réseaux secs et humides sont-elles inertes et peuvent-elles être utilisées pour la création de substrats fertiles ? Alors, pour savoir si une terre est inerte, il faut faire des analyses. Là, effectivement, des analyses. À partir de là, elle peut être inerte ou pas, puisqu'il n'y a pas de toute terre peut être polluée ou pas. Enfin voilà. Donc, après, est-ce que généralement les terres de tranchée sont inertes ? Je ne saurais pas répondre. Mais de toute façon, il y a une obligation de faire des analyses avant de pouvoir déclarer une terre inerte. Toujours sur les substrats fertiles, quels freins sont à lever aujourd'hui pour recourir massivement aux substrats fertiles ? Sont-ils surtout relatifs à la commande publique ? Alors oui, effectivement, la commande publique, ce sont les maîtrises d'ouvrage qui font le plus de commandes sur ce type de matériaux. Donc c'est vraiment à la commande publique de changer sa pratique et
plutôt que commander dans ces cahiers des charges des terres végétales classiques, d'aller vers des solutions justement de substrats fertiles à base de terres excavées. Mais il y a aussi effectivement la commande privée qui peut aussi plus facilement peut-être d'ailleurs aller vers ce type de projet. Parce que certaines fois, dans certains projets un peu plus de flexibilité, on va dire, et les cahiers des charges sont plus souples certainement. Donc pour l'instant, effectivement, on est plutôt à accompagner des projets privés d'ailleurs, mais le gros de la commande sera de la commande publique. Sur les sites ECT où il n'y a pas de terre végétale, on utilise du substrat fertile. Une question peut-être pour ECT et NeoEco, c'est une question un peu longue. Quelles sont les modalités contractuelles dans le cadre de la commande publique pour bénéficier de votre accompagnement ? À quelle étape du projet ? Intervention en groupement ? Et si oui, avec une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine et des eaux pluviales, le bureau d'études pollution, terrassement, en soi plutôt conception de travaux. Et quel est le type de mission que vous proposez ? AMO, réalisation et suivi des travaux, participation à la conception paysagère avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, accompagnement, mise en application d'un plan de gestion en lien avec le bureau d'études pollution. Alors, j'ai pas tout retenu, j'ai essayé de répondre à la question. Donc nous, on est crédit impôt recherche, crédit impôt innovation. Donc en répondant évidemment, on peut répondre à la commande publique en répondant à des appels d'offres, mais on fait aussi énormément de marchés innovants ou conventions de recherche sur les projets pour pouvoir mettre en place une stratégie d'économie circulaire en amont sur les projets dès la phase conception. Si on n'arrive pas à cette phase, on peut arriver, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la fin de la phase pro pour accompagner du coup sur la détermination des objectifs environnementaux pour le chantier et ensuite d'être en assistance à maîtrise d'ouvrage, ce qui est en fait la position un peu la plus confortable pour vraiment venir accompagner les maîtrises d'œuvre sur la mise en place des pratiques d'économie circulaire et les entreprises par la suite. Donc on va suivre aussi en réalisation, être auprès des entreprises sur le chantier pour tout ce qui est les nouvelles pratiques de curage, de tri, et vraiment sensibiliser les acteurs sur la pertinence en fait de trier d'une manière différente, de faire des curages de manière différente et sur les exutoires vers lesquels on va aller. Et on se rend compte que sur chantier, c'est beaucoup plus facile en fait de venir accompagner les entreprises en termes d'acceptabilité de ces nouvelles démarches et de la montée en compétence des équipes. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, s'il manque... Je pense que c'est déjà pas mal. Il y a une autre question. Du coup, vous n'avez pas tout à fait répondu tout à l'heure. Combien coûte votre intervention chez NeoEco pour trouver une utilisation aux matériaux de chantier ? C'est assez difficile de répondre directement à cette question. En fait, ça va dépendre quand il s'agit d'une déconstruction, reconstruction, on va plutôt essayer d'estimer par rapport au nombre de mètres carrés, par rapport au type de gisement. Donc on va faire, on va regarder, vraiment ça dépend des chantiers, ça peut aller, je sais pas, de 10 000 € à 90 000 € ou plus. En fait, ça dépend vraiment des types de chantiers, des volumes et des types de matériaux qu'il y a, parce qu'on peut être aussi, on est beaucoup sur les matières, on a parlé de gros œuvres, mais on peut aussi être sur tout ce qui est équipement, du réemploi et seconde œuvre, et là aussi la recherche de filière peut nécessiter beaucoup de temps, donc ça dépend vraiment de ce qui se trouve sur les chantiers. Une question pour Frédéric, on est un tout petit peu en retard, mais pas mal de questions, on va les prendre. Faiseur de terre rachète-t-il les terres excavées ou faut-il que le maître d'ouvrage paye l'enlèvement des terres ? Alors, nous, on ne se positionne pas comme cette... Nous, on récupère des terres, on peut être payé pour effectivement récupérer aussi ces terres, mais ce n'est pas directement le métier de faiseur de terre. Le métier de faiseur de terre, c'est transformer ces terres pour les rendre fertiles et de qualité et pour ensuite les remettre sur les projets. Donc il n'y a pas de valorisation. Et pour conclure, peut-être une question à tous les trois. Est-ce que vous auriez des ressources, des références documentaires à partager pour poursuivre l'approfondissement de la valorisation des terres excavées ? Vous avez aller sur notre site internet ou continuer la discussion. Après, des ressources particulières, il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur ces sujets-là. Enfin, il y a une documentation assez importante. Il y a un livre qui a été encadré par Olivier Damas, donc qui est un ingénieur qui nous accompagne
aussi sur le projet, donc qui est assez spécialisé sur ces sujets de sol urbain. C'était une restitution en fait, ce livre, donc je crois qu'il s'appelle Sol urbain. Créer des sols urbains. On essaiera de retrouver la référence et de la je mettre en lien vous transmettrai la avec référence. les Et événements. puis je voudrais aussi citer les travaux que nous faisons avec l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Il y a un livre qui s'appelle La Terre dans tous ses états, qui sont les actes d'un colloque qu'on a fait il y a 2 ans. La Terre dans tous ses états, tout à fait. Pour NeoEco, en fait, on peut envoyer des références s'il y a des personnes qui sont intéressées par la suite. Et sinon, il y a le kit d'éco-matériaux de la SGP qui peut être une illustration un peu sur les filières, les formulations qui ont été développées. Merci à tous les trois. Merci Sophie, Sarah, Frédéric pour le partage de vos retours d'expérience et votre présence ce matin. Merci à tous ceux qui se sont connectés ce matin pour vos questions, vos réactions. Merci à Morgane, Camille et Pierre d'Ecopolis pour l'organisation de ce second petit déjeuner technique. Nous vous donnons rendez-vous pour le 3e épisode, le 17 juin, même heure, même endroit, pour parler cette fois-ci des outils et méthodes de valorisation des déchets de chantier. Merci à tous, à bientôt.